Aujourd'hui, on reçoit Sarah qui va venir nous parler de ses accouchements. Sarah, vous l'avez sûrement déjà vue dans mes vidéos, c'est la première cliente que j'ai eue. C'est vraiment le premier accouchement que j'ai vu de mes yeux de toute ma vie. C'était vraiment wow. Tu veux nous parler un peu de toi et de pourquoi tu voulais venir aujourd'hui. J'ai décidé de venir aujourd'hui, en fait, parce que je trouve important que les femmes y gagnent confiance en eux. Surtout pendant l'accouchement, je trouve que c'est quelque chose qui est devenu beaucoup médicalisé. Et puis, notre instinct ne prend pas le dessus, contrairement à si on retourne dans des années de nos grands-parents, où est-ce que tout ça est fait... c'était grâce à eux, en fait. On peut dire merci à nous-mêmes, à notre corps, et non aux médecins. C'est nous qui accouchent, hein, c'est pas eux qui nous accouchent. Donc, ouais. Est-ce que tu veux nous parler peut-être de ton premier accouchement, ta vision des accouchements à ton premier ou avant ton premier? Comment ça s'est préparé? Comment ça s'est passé? Dans ma famille, on m'a toujours dit qu'accoucher en maison de naissance, c'était aller à la morgue. Donc, mon premier, évidemment, je l'ai eu à l'hôpital. Et puis, je te dirais que ce qui a fait la plus grosse différence, en fait, c'est que moi, j'ai eu une violence obstétricale. Donc, on m'a percé les os sans mon consentement pendant que je dormais, sous péridurale. C'est vrai? Je pense que c'est... Tu sais, mettre du pitocin sans le dire avant, je l'ai déjà entendu, mais là, percer tes os sans te demander avant... En fait, on me disait qu'il voulait que j'accouche avant le changement de chiffre, qui s'en venait, là, je crois qu'il me restait comme 1 heure avant le changement de chiffre. Donc, ça a été un peu précipité. Et puis, j'étais déjà ouverte à 8, là, fait que pour eux, il y avait comme... C'était la dernière étape, là. Et puis, en fait, ouais, j'ai été un peu choquée quand même. Mais je comprends. Ben oui. Ouais. Puis, mon bébé, dans le fond, quand il est né, il perdait du poids parce qu'il est intolérant aux protéines bovines. Donc, moi, je le sais parce que toute ma famille, on est intolérant aux protéines bovines. Et puis, même si je l'ai dit à la pédiatre qu'il fallait Nutramigène ou, tu sais, quelque chose d'hypoallergène, en fait, on m'a répondu que clairement, j'avais l'air trop pauvre pour pouvoir me le payer en sortant de l'hôpital. Ouf. Fait qu'on m'a refusé Nutramigène. Tout ce qu'on m'a dit, c'est qu'à la limite, ils pourraient me garder plus longtemps pour espérer que mon enfant, il reprenne plus de poids ou du moins qu'il en perde un peu moins. Ce qui finalement, j'ai refusé parce que de toute façon, ma chambre était en demande. Donc, ils m'ont quand même laissé sortir après 24 heures. Puis, j'ai eu un suivi rapproché là, pour le poids de mon bébé. Puis ça, c'est sans compter mon épidurale, en fait, que je l'ai accepté là, à force de me le demander plusieurs fois. Mais je l'ai trop d'un côté et pas assez de l'autre. Donc, j'ai eu un côté que j'ai tout senti. Puis, j'ai l'autre côté qu'une infirmière a dû littéralement me tenir parce que je sentais rien. Ma jambe était juste un poids lourd, finalement. C'est sûr que ça n'a pas été plaisant. Après ça, on m'a fait une épisiotomie. Ça, on m'a parlé encore une fois, sous prétexte que bébé passerait pas voulu prendre de chance, que peut-être que je déchire encore plus, selon eux. Donc, on m'a juste Ça, c'est dans ton même accouchement, là? Ouais, c'est ça, avec mon premier. Ton premier, ça avait pas il y a 4 ans, je pense que c'est il y a 4 ans, là. Fait que c'est pas tant... il y a 4 ans. C'est récent, là, quand même. Ouais, puis j'avais 21 ans. Le Seigneur. Mais là, attends. Tu disais que tu dormais avec la péri, ils ont rompu tes os. Pendant que tu dormais, ça t'a réveillé? Oui, exactement. Moi, je me suis réveillée, puis la fille, elle sortait son équipement, là. Mais je veux juste le préciser comme, c'est même pas légal, là. Ils ne peuvent pas faire aucune intervention sur ton corps sans te demander avant ton autorisation. J'étais jeune pour eux, je pense que c'était une belle porte ouverte. Mon premier, j'avais aucune connaissance dans tout ça. Puis j'ai essayé de faire une plainte quand même quelques mois après, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Parce que moi, quand j'ai fait venir mon récit d'accouchement, donc quand je l'ai fait venir puis qu'on l'a lu ensemble avec la sage-femme, j'ai vu que, my God, c'est genre... Moi, c'est pas ça que j'ai vécu, là. C'est ça qu'on a écrit, mais il y a plein de choses qui correspondaient pas à ma vision. Donc, je me suis dit, ben, je perds à rien, même si ça fait 1 an, je vais faire une plainte. Puis, ben, finalement, on a tout fait pour essayer de me faire changer d'avis. Donc, j'ai abandonné ma plainte parce qu'on m'avait dit que j'avais pas assez de souvenirs, j'avais pas le nom du personnel parce que dans un hôpital, il y a tellement de personnel. Oui. Comment tu veux que moi, je me souvienne de qui a fait quoi? Donc... Mais c'est souvent comme ça. Souvent, les mamans ne veulent pas porter plainte ou ils le font puis finalement abandonnent parce que quand tu portes plainte, ça vient avec ton stress de te replonger là-dedans, de pas être cru parce que souvent, on se fait pas croire. Hein, on se fait dire que si on fait ça, c'est parce que ça devait être ça puis que c'est correct qu'on ait eu ça puis c'est vraiment pas le cas. Fait que, tu sais,
selon les études, il y a au moins une femme sur 3 qui va vivre la violence obstétricale pendant son accouchement, ce qui est énorme. Puis souvent, c'est même plus que ça parce que souvent, on le sait même pas. Je te dirais que quasiment 50% des femmes pensent que quand le médecin te dit ça, c'est obligatoire puis que t'as pas le choix. Fait que même si la maman veut pas puis qu'elle est pas à l'aise, ben, elle sait pas qu'elle a le droit de dire non. Fait qu'il y a clairement plus que juste une personne sur 3 en plus qui vivent la violence obstétricale. Puis là, tu me disais que tu avais eu une épisiotomie en plus. Tu me raconter un peu comment ça s'est passé? Ben, c'est sûr que somme toute, ça a été moins pire avoir une épisiotomie que déchirer à ma deuxième parce que, bon, c'est droit, les points étaient déjà faits, tout est quand même bien été de ce côté-là, donc j'ai rien à dire pour l'épisiotomie. Est-ce que je l'aurais fait d'emblée? Non, c'est sûr que c'est pas dans mes valeurs de prévenir. Ouais. Mais tu sais, moi, c'est sûr que quand j'ai fait la plainte, on m'a dit, ben au pire, je vais enlever le salaire de l'employé en tant que tel pendant X temps. Moi, ce que je veux, c'est pas enlever le salaire d'une famille, là. C'est sûr que, bon, je veux sensibiliser les gens. Ça peut arriver. Oui, j'aurais aimé qu'on m'en parle, peut-être, mais bon, sur le coup, comme tout le monde, je veux un bébé en santé. Puis tu sais, l'épisiotomie aussi, en tout cas, les nouvelles études commencent à montrer que, là, ça dépend des cas, c'est différent de chaque personne, mais souvent, justement, ça arrive qu'il y ait des médecins qui veulent en faire une parce qu'ils ont peur d'une grosse déchirure. Finalement, la maman refuse, elle déchire même pas. Fait que maintenant, techniquement, sauf si c'est pas pour sauver la vie du bébé, techniquement, on devrait pas en faire, ou si la maman donne son accord, bien sûr. Puis tu sais, même en cas d'urgence, le médecin devrait le dire au moins à la maman. Écoute, ton bébé va pas bien, il est en détresse, je te fais un épisio. Tu sais, au moins le dire pour que la maman le sache. Parce que comme tu dis, le nombre de mamans qui ont juste vu les ciseaux pleins de sang ressortir après puis qui ont jamais été mis au courant que le médecin il voulait faire une épisiotomie, c'est traumatisant. Là. Ben, effectivement, mon bébé allait bien. Donc, c'est ça, je me demande pourquoi on a fait ça. Mais j'essaie quand même de voir le positif. Puis, ben, c'est sûr que oui, encore une fois, j'aurais aimé qu'on m'en parle. Mais, somme toute, je trouve quand même que la poche des os m'a un peu plus traumatisée. Oui. Surtout que je sais que, bon, maintenant, j'en ai 3. À chacun de mes accouchements suivants, ben, la poche des os est venue quasiment avec le bébé. Ben là, tu sais, quand on sait c'est vraiment pas toutes les femmes que la poche, elle perce comme qu'on voit dans les films, ben là, on se demande pourquoi l'avoir percée, parce qu'au final, mon bébé aurait pu naître dans sa poche. C'est des choses qui arrivent. Je connais des gens qui c'est arrivé. Puis, tu sais, il y avait aucun problème. Là. Il n'y a pas eu d'infection, il n'y a pas eu de... Peu importe ce qu'on essaie de dire. Fait que je pense que ça, c'est sûr que ça, c'est ce qui m'a choqué le plus, en fait, sans parler de, bon, le lait hypoallergène, là. Mais, ouais. Mais c'est sûr que du moment qu'on pèse la poche des os, il y a quand même des inconvénients. Oui, le travail peut aller plus rapidement, mais ça vient avec une douleur plus intense du moment que les os sont rompus. Fait que dépendamment, c'est sûr qu'il y a quelques risques aussi. Sinon, ton accouchement en tant que tel, comment tu l'avais vécu? Comment tu t'étais préparée niveau gestion de douleur? Comment ça s'est passé? Parce que t'as pris la péridurale à ton premier? J'ai vraiment pris la péridurale sous pression parce qu'on m'avait dit là, c'est maintenant ou jamais, puis elle venait souvent me voir, puis elle me disait, tu sais, je te le conseille parce que tu vas avoir mal. Mais moi, là, j'ai pas ressenti mes contractions. J'étais arrivée là-bas parce que je sentais mon ventre dur, tu sais, comme des Braxton Hicks. Ouais. Puis elle m'a dit, tu sens rien? Puis je disais, ben non. Puis elle me disait, ben pourtant, tu contractes, là. Justement, j'étais ouverte à 8. Fait que elle me disait, comme tu travailles, là, on te garde. Là. Mais moi, j'avais pas de douleur, là. Fait que c'est sûr que en cas l'épidurale, oui, c'est quelque chose que je regrette, sans compter mon mal de dos qui a persisté encore aujourd'hui. Des fois, je le sens. Donc, c'est sûr que, bon, avoir su, peut-être que je l'aurais pas pris, mais, tu sais, ma mère l'a toujours pris, tout mon entourage l'a toujours pris. Fait que pour moi, c'était comme... Normal, un peu, c'était ta vision. C'est ça, là, c'est quasiment... c'est ça ou rien, là. Donc, avec la vision que les gens t'apportent sur un accouchement sans péridurale, que tu vas souffrir, que tu n'en reviendras pas, ben je l'ai pris au final. Mais clairement, j'aurais été capable sans, sachant que de toute façon, j'ai fait sans les 2 autres fois. Puis, tu sais, mettons, l'approche du personnel médical aurait été différente. Au lieu d'essayer de te faire peur en te disant, ah, ben, si t'apprends pas l'anesthésiste, tu sais, peut-être que t'auras pas le temps, tu vas s'ouvrir, ça va te faire mal. S'il aurait été dans l'approche de, hey, t'es capable, si jamais finalement il y a pas le temps de venir, on va t'encourager, on va être là. Est-ce que tu penses que tu l'aurais pris si leur approche aurait été différente puis que t'aurais encouragé au lieu de... Non. Tu l'aurais pas pris? Non. Non, moi, de base, j'ai refusé quand même longtemps, là. J'ai resté là, tu sais, comme je dis, je pense que je suis rentrée vers 1h du matin. J'ai eu l'épidurale vers 6h du matin. Non, je l'aurais pas pris, assurément, là. Non.
Moi, j'ai pas peur d'avoir mal, fait que c'est pas quelque chose qui me faisait peur. On m'avait prédit un tout petit bébé, là, vraiment petit, quasiment à la limite inquiétant pour eux. Finalement, il était en parfaite santé, mais il était quand même petit. Donc, il pesait combien ton bébé pour le fun? 3000 grammes. En livres, tu sais... 6 livres et quelques. Fait qu'épisiotomie pour un bébé de 6 livres? Ben... C'est quand même... Clairement, j'ai pas eu d'épisiotomie à mes autres enfants, donc c'est ça que je suis sceptique. Sans compter qu'on sait que quand tu as une épisiotomie puis que tu as d'autres enfants par la suite, il y a des risques que ça déchire. Ben oui, parce que, tu sais, pour le dire, pour ceux qui savent pas, une épisiotomie, tu sais, ça cicatrise comme ça. Tandis que quand tu déchires, ça cicatrise comme ça. Fait que ta cicatrice naturelle est plus résistante par la suite. Elle a comme mieux cicatrisé qu'une épisiotomie qui est plus fragile de redéchirer, effectivement, par après. Donc, c'est sûr que, bon, tout ensemble, il y a plein de choses que j'aurais faites différemment, là. Mais mon bébé, elle est bien. Fait que là, t'as vécu ton premier accouchement. Oui. C'était quoi ta vision à ce moment-là des accouchements? T'étais-tu dans, le corps est fait pour accoucher, la douleur, on est fait pour la gérer, ou t'étais plus dans l'équipe médicale, c'est quoi faire, plus que moi? T'étais-tu un entre-deux? C'était quoi ta vision à ce moment-là? Moi, je pensais déjà à maison de naissance, si ça n'aurait pas été de ma famille qui m'a dit « Oublie ça, tu s'en vas à morgue ». Pour moi, c'était déjà un peu ce que je visualisais. Tu sais, un accouchement, on accouche depuis la nuit des temps. N'importe quel animal accouche aussi, sans médecin, hein, ils n'ont pas une équipe cachée dans les arbres. Fait que c'est sûr que pour moi, c'est comme, tu sais, c'est ton pouvoir, c'est ta force, t'es capable, tu vas y arriver, là. Donc, ma vision de l'accouchement n'était vraiment pas ça. Au niveau médical, ben là, c'est sûr que, bon, l'hôpital, hein, c'est tout le temps un personnel différent. À chaque fois, tu as un rendez-vous, tu as une gynéco différente. Donc, déjà, en partant, moi, cette approche-là, c'est pas quelque chose qui m'attire. J'ai eu des échographies un peu trop à mon goût. À chaque fois, on me dit ça, c'est pas correct, on va en faire une autre. Puis là, à un moment donné, tu dis comme ça finit-tu de finir? Tu sais, moi, je le sens, mon bébé, je suis sûre qu'il va bien. Mes prises de sang sont belles. Donc, pourquoi me faire autant d'échographies? Sans compter que moi, je me souviens, ma mère, quand j'étais jeune, j'étais allée avec elle à une échographie, puis elle m'avait dit, j'y avais demandé, pourquoi t'en as pas plus? Tu sais, c'est le fun de voir le bébé. Puis elle m'avait dit, parce que c'est pas bon pour le bébé. Puis là, on est rendu de nos jours qu'on paye pour aller faire des échographies sur demande. Puis tu sais, il y a des mamans qui ont des échographies vraiment à chaque mois. Puis tu sais, c'est ça, c'est que l'optique médicale, on est rendu plus dans la prévention puis chercher des problématiques que d'attendre que les problématiques arrivent. Fait qu'ils veulent les régler avant qu'il y en ait réellement une, ce qui peut justement causer par le fait même. Après que, mettons, tu sais, là, t'as vécu cet accouchement-là et tout, ta famille t'a fait peur, c'est pour ça que t'es allé en milieu hospitalier. Puis tu sais, je veux dire qu'il n'y a pas plus de taux de mortalité en maison de naissance qu'en hôpital. C'est un mythe. Oui, c'est ça. C'est un mythe. Puis la sage-femme, elle est formée pour agir même en cas de complications, ce que souvent les gens ne savent pas. Fait que c'est autant sécuritaire un que l'autre. Fait que là, tu as vécu cet accouchement-là. Qu'est-ce qui t'a poussé finalement à aller en maison de naissance pour ton deuxième? De toute façon, j'étais à 2 kilomètres de la maison de naissance. J'habite à côté. C'était certain pour moi que je retournais pas à cet hôpital-là. Et puis, les autres hôpitaux, trop loin, ou bien des chambres pas privées. Donc, pour toutes ces raisons, je me suis dit, c'est ma chance, j'y vais, je m'essaye. Puis, de toute façon, ça peut pas être pire que mon premier. Pour moi, en tout cas, dans mes yeux à moi, ça pouvait pas être pire que ça. Donc, j'ai pris la maison de naissance. En fait, j'ai appelé, j'étais rendue 3e trimestre, j'ai pris une chance. Puis... Ah, 3e trimestre, t'as une place? Ouais, puis j'ai eu une place. On m'a rappelé, j'ai une place, j'étais super contente. Mais de toute façon, là, j'avais quand même, pour le moment, je continuais à même hôpital que mon premier, mais ça m'intéressait pas. J'ai refusé une écho. En fait, la dernière écho, la première pour la trisomie, je les ai appelés, puis je suis comme tombée entre 2 chaises. Là, ils me rappelaient jamais. Puis finalement, j'avais rien de fait. Là. Quand je suis allée rencontrer la sage-femme, j'avais pas de prise de sang de fait, rien de fait. Puis, finalement, j'ai aimé ça. fait que finalement, j'ai commencé avec la sage-femme. Ça a bien été. J'ai eu une seule écho, je crois, pour ma deuxième. Puis ton accouchement en maison de naissance, comment ça s'est passé? Complètement différent. J'ai accouché dans l'eau. J'ai déchiré, bien sûr. Mais j'ai pas eu de péridurale. J'ai pas lâché. J'étais arrivée là-bas à 8 heures. J'ai accouché à 9 heures. Ça m'a pris 1 heure. 3 heures plus tard, j'étais chez nous avec mon aîné qui m'attendait.
Fait que pour moi, c'était le rêve, là. J'ai pu manger, j'ai pu boire, j'ai pu vraiment bouger, j'ai pu tout faire. J'ai adoré, vraiment. Est-ce que tu avais pu manger à ton premier? Non. Parce que eux, ils voulaient pas? Non, ils voulaient pas. Tant son temps que j'étais sur l'épidurale, j'ai pas eu le droit. Puis même après avoir accouché, j'ai dû skipper le repas parce que comme il était là, on m'a fait attendre l'autre repas d'après. Après avoir accouché en plus. Ouais, pour manger. En tout cas, pour ceux qui nous écoutent, je veux juste dire que c'est dans votre droit de manger, même si on vous dit non, c'est un droit légal, c'est important de manger. Dans le pire, ils vont vous nommer les risques, mais au final. Ben, avoir su, hein, j'aurais poussé plus que ça parce qu'on s'entend que accoucher, c'est déjà demandant. Mais oui. Accoucher à jeun, ça commence à être du sport, là. Mais oui. Puis c'est prouvé que c'est pas nécessairement bon de se priver de nourriture pendant un accouchement parce que, tu sais, c'est comme un marathon, là. Il faut que tu manges, ton bébé, ça aide à l'apport oxygène, nutriments, bébé, maman et tout. Fait que c'est bénéfique en plus de manger. Super. Fait que là, après ça s'est bien passé en maison de naissance, t'as aimé ton expérience et tout. Pour bébé 3, t'as décidé de refaire un accouchement en maison de naissance. Et là, t'as décidé d'avoir une doula. À ton 3e accouchement, quand t'en avais jamais eu avant. Pourquoi, à cet accouchement-là, t'as décidé d'avoir une doula? Pour moi, c'était clair que mon conjoint est resté avec les enfants. Est-ce qu'il était là au 2e, ton conjoint? Oui, il était avec moi. J'avais juste mon aîné à faire garder. Puis sa sœur était à l'école, donc elle a pu se permettre d'être présente. À ma 3e, on n'était pas certain si on pouvait avoir quelqu'un qui gardait les enfants. Moi, l'insécurité de savoir qui est-ce qui va être là, est-ce qu'il faut que j'appelle tout le monde? Pour moi, c'était hors de question que j'aille ça, en plus de gérer mes contractions. Donc, je me suis dit non, merci. Mon chum va rester là. Puis, ça t'es arrivé. Oui! Puis, finalement, tu dis que si j'en aurais un autre, je ferais possiblement la même chose. Parce que de toute façon, mon chum, sans dire qu'il black out, là, mettons qu'il aime pas tant ça. Je me souviens qu'à ma 2e, il a quitté la pièce. À mon premier aussi, il filait moyen. Et moi, à l'aise. C'est ça. C'est correct, c'est juste de le nommer avant, puis ça s'arrange, justement. Ça m'arrangeait bien cool, finalement, d'avoir quelqu'un, tu sais, qui est vraiment là, qui prend des photos. Et moi, mon chum, il a pris une photo quand le bébé est né, puis c'était comme... C'était correct, là. Oui. Donc, non, finalement, là, je suis super contente. J'ai eu des photos, on a pu jaser, t'as pu me donner des conseils que, veux pas, le papa, c'est peut-être moins son domaine, les points de pression, tout ça. Et fait que ça a été... Non, je recommencerai. C'était vraiment un bel accouchement. T'as décidé à cet accouchement-là, en fait, pendant ta grossesse, de ne pas faire aucune échographie de grossesse. Est-ce que tu veux nous expliquer pourquoi tu as décidé de prendre cette décision-là? J'en ai eu trop à mon premier. À ma 2e, j'en ai eu un peu moins, puis j'ai bien aimé. À ma 3e, c'est encore on finit par se connaître. On m'a toujours dit que j'avais une hauteur utérine trop petite. Donc, à ma 3e, on m'avait fait une écho à 36 semaines parce que ma hauteur utérine était trop petite. Puis on m'avait dit d'un coup qu'il manque de liquide amniotique, blablabla. Finalement, mon bébé allait super bien. C'est juste moi que clairement, je le porte plus bas. Et puis, là, au final, à la 3e, on me dit la même chose. Ta hauteur utérine, blablabla. Je me connais. Donc, pour moi, c'était un non catégorique. De toute façon, je suis arrivée là, premier trimestre, mon premier rendez-vous dans l'optique de moi, cette fois-ci, je ne veux rien pantoute. Une seule prise de sang dans tout mon mois de grossesse, c'est ce que je te donne. Puis, non, ça m'a bien convenu. Les échographies, c'était stressant pour toi, dans le fond? Oui, complètement. C'est un stress, en fait, que eux, ils t'infligent, mais que toi, tu le sais là, que ton bébé va bien. Je veux dire, ton feeling à toi, c'est toi la maman, il se trompe pas. Donc, pour moi, c'était... Non. C'était, ouais, encore une fois, ça aussi, je recommencerai. Puis là, je te pose une question pour ceux à la maison, je sais que les gens, ils se demandent ça. De pas faire d'échographie de grossesse. T'avais pas peur t'as un placenta prévia, tu le sais pas. Ton bébé, il doit se faire opérer à la naissance parce qu'il y a un problème cardiaque. C'est-tu des choses que t'avais pensé? C'est quelque chose qui te stressait ou t'étais comme moi, je le feel que tout va bien? Puis... un placenta prévia, encore là, quand on se connaît le moindrement puis qu'on s'informe, on se rend vite compte que c'est très rare, le placenta prévia qui ne bougera pas d'ici ton accouchement. Donc, tu sais, même mes sages-femmes, ils me le disent, ça serait quasiment impossible, en fait, que ton placenta n'aille pas bouger, même si ça serait ça que t'as. C'est pas ce que j'avais à mon premier ni à ma 2e.
c'est sûr que bon, chaque grossesse est différente, donc ça aurait pu m'arriver. Oui. Mais les chances vraiment qu'ils n'aient pas bougé puis qu'ils soient encore là comme ça étaient très minces. Mais oui. Donc pour moi, c'était pas un risque calculable. C'était c'est pas quelque ça. chose qui risquait, qui était Exactement. probable d'arriver. J'ai pas fait d'hémorragie ni à mon premier ni à ma deuxième, donc encore là, hémorragie, c'est pas quelque chose qui m'inquiétait. Bon, là, c'est sûr que oui, hein, les problèmes du bébé, c'est quelque chose qu'on me dit souvent. Je me souviens que ma belle-mère m'avait donné un exemple de quelqu'un que son bébé, ça s'est mal passé, puis justement, elle avait rien fait, elle avait accouché à domicile, mais même avec des échographies, ça arrive qu'on le voit pas, puis finalement, ton bébé a une malformation. Sans cette malformation-là, mon bébé aurait quand même pu... Il aurait quand même pu avoir quelque chose à la naissance. Né, Je veux dire, si la vie est faite pour que cet enfant-là, il se passe quelque chose, il n'y a rien qui va l'empêcher, ça va se passer. Donc, c'est sûr que, bon, moi, je suis très spirituelle, donc je me dis comme, si c'est fait pour arriver, c'est fait pour arriver. Fait que non, j'étais quand même en paix malgré tout avec tout ça, là. Super. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as refusées pendant ta grossesse? Mettons, l'examen pour le strep B, tu l'as-tu fait? Non, je l'ai pas fait. Pourquoi? Ben, parce qu'encore là, tu commences à t'informer, puis on te dit, tu sais, faut que tu le fasses, faut qu'on te plug au bon moment, pendant un bon moment, puis rendu là, si t'es même pas certain que ça fonctionne, autant que t'es même pas certain que je sois positive, moi, je vois pas le... Non. Rendu là, tu sais. Mais oui, je pense que le risque que ton enfant ait quelque chose de ça est quand même assez mince. Oui. Ben, en fait, là, je vais expliquer un peu le test du strep B. On le fait, ben, dépendamment des hôpitaux, là, 36 semaines, 34-36 semaines. Puis c'est techniquement juste actif quelques semaines, inactif quelques semaines. Fait qu'effectivement, tu sais, ce que tu dis que c'est pas tant fiable, c'est que ben, tu pourrais tester positif à 36 semaines puis plus l'être. À l'inverse, tu pourrais ne pas être positif à 36 semaines, mais finalement, rendu à ton accouchement, être positive. Ouais. Puis sur 100% des mamans qui sont positives, qui refusent l'antibiotique, il y a seulement 2% des bébés qui vont l'attraper. Et sur ce 2%-là, c'est encore moins que ça va virer en méningite parce que c'est le risque. Et encore moins de ça que malheureusement, ils vont en décéder. Fait que c'est sûr que les risques que finalement tu l'aies, que tu le transmettes à ton bébé et qu'il en meurt sont très, 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 très faibles. Puis il faut dire qu'il y a effectivement des rares cas où est-ce que les mamans prennent des antibiotiques, mais que le bébé l'attrape quand même. Il faut vraiment que tu aies eu toute la durée de l'antibiotique, ce qui fait que si tu accouches vite et que tu le voudrais, de toute façon, ça veut pas dire que tu vas réussir à l'avoir au complet. Fait que c'est plein de circonstances qui vont faire en sorte que ça se peut qu'au final, ton bébé l'ait quand même. Fait que ouais. Est-ce que tu avais fait le test de diabète? Oui, parce que je voyais quand même... j'étais quand même curieuse. Je voyais quelques signes de faiblesse parfois selon ce que je mangeais. Donc, encore une fois, je sais que ça, chaque grossesse est différente. Ça se peut que tu sois positive une fois puis d'autres fois non. Donc, j'ai pas pris de chance. Mais je te dirais que si j'aurais pas vu mon feeling un peu en gringolade selon ce que je mangeais, je l'aurais pas fait par contre. D'emblée, c'est vraiment moi qui l'ai demandé parce que sinon, elle savait que je l'aurais pas fait. Mais c'est correct, c'est justement, tu as écouté ton feeling. Puis tu sais, c'est comme les mamans qui font un accouchement non assisté, ils sont dans l'optique de le faire, mais à tout moment, ils sentent finalement qu'ils ont un feeling de c'est pas, non, je le file pas, je le ferai pas. Ou même pendant leur accouchement, des fois, il y en a qui sont mindés à j'accouche chez moi, puis finalement, pendant l'accouchement, non, je m'en vais à l'hôpital, puis effectivement, notre feeling se trompe rarement. Fait que ça soit pour avoir une intervention médicale, puis tu sais, ça, je l'ai dit souvent, là, t'as ressenti le besoin de le faire. Puis tu sais, souvent, on le file quand il y a quelque chose qui va moins bien. Mais on dirait, puis si le médecin nous dit que tout va bien, puis nous, on le croit pas, on va insister. Mais à l'inverse, on le fait pas. Tu sais, quand nous, on file que tout va bien, puis que le médecin essaye de nous stresser, on dirait qu'on n'est pas capable de mettre notre pied à terre puis de se dire, non, mais moi, je le file que tout va bien. Mais pourtant, à l'inverse, quand on le sait que ça va bien, on insiste. Fait que ça, alors, ça va être c'est quelque chose avec les sages-femmes, je pense, qui se passe mieux. À l'hôpital, est-ce que j'aurais pu faire tout ça? Je serais sceptique. Ben, t'aurais pu, dans le sens que c'est dans ton droit de refuser et tout. C'est sûr que dépendamment du médecin que tu vas avoir, il y en a qui vont plus inciter ou moins inciter. Ben, je me souviens qu'à mon premier, quand on m'a offert le vaccin de coqueluche, qui est maintenant offert aux femmes enceintes, moi, de base, je le voulais pas, puis elle m'a dit t'es une bonne maman, toi, hein? Tu vas l'accepter. Oh! Ouais, est-ce que... Mais tu sais, les violences obstétricales, on pense souvent que c'est juste physique. C'est juste, comme tu disais tantôt, percer tes os sans te le dire, faire un épisio, mais les violences obstétriques, ça va beaucoup plus loin. C'est de la peur, c'est faire semblant de faire peur, c'est de ne pas donner volontairement des informations à la maman,
ou d'en donner que justement, tu le sais qu'elle va, pour y faire peur, elle va accepter, mais c'est aussi du dénigrement, de la manipulation, comme « Ah, mais là, c'est quoi, si tu fais pas ça, c'est quoi, tu vas tuer ton bébé? Tu voudrais-tu qu'il arrive quelque chose à ton bébé? » Fait que ça, de la manipulation, c'est des violences obstétriques. Souvent, les gens ne savent pas, mais ça en est. Ouais, puis je me souviens justement à ma troisième, étant donné que j'ai eu aucune échographie, ma hauteur utérine était quand même basse, mais sage-femme était correcte avec ça. Quand j'ai commencé à dépasser mon 40 semaines, là, c'est sûr qu'ils m'ont dit, bon, vu toutes ces circonstances-là, à 41, on va te prévoir une échographie, puis on souhaite quand même ne pas se rendre là. Puis elle m'avait averti que si tu te rends à ton échographie, il y a de bonnes chances qu'ils veulent pas te laisser partir, puis qu'ils te déclenchent. Mais pourtant, elle était correcte avec ça. Mais on était toutes les deux en connaissance de cause que l'hôpital, ça aurait été différent. Oui. Possiblement même qu'il m'aurait pas toffé jusque-là, puis il m'aurait possiblement dit tu fais de la négligence, là. Tandis qu'au final, ben, je fais juste reprendre mon pouvoir, tu sais, ce qui m'appartient, puis clairement, finalement, ça a bien été. Mais c'est ça, c'est que c'est tellement touché parce que même en maison de naissance, ils ont de plus en plus de protocoles, eux autres aussi, à respecter. Puis tout, c'est de plus en plus sévère, les critères pour accoucher en maison de naissance aussi. Fait que ça aussi, ça joue beaucoup. Puis tu sais, il y a l'aspect où est-ce que, tu sais, des fois, même si ta sage-femme ou ton médecin, justement, est à l'aise, puis elle le sait, niveau protocole, elle peut pas, parce que sinon, là, elle pourrait se faire poursuivre, après avoir... Fait qu'ils sont tellement pris aussi entre tout ça, autant les médecins que les sages-femmes, entre eux, personnellement, ce qu'ils pensent, puis qu'est-ce que le système a décidé, que ça aussi, c'est comme... difficile. Ben, je suis quand même reconnaissante. J'ai eu la même équipe à mes 2 grossesses en maison de naissance. Puis en connaissance de cause que j'ai pas eu d'échographie, on connaissait pas mon placenta. Eh ben ils m'ont pas fait de toucher de colle. Oui. Et pour pas que d'un coup que ça déclenche des saignements, puis là, ben trop de saignements égale tu t'en vas à l'hôpital. Donc c'est sûr que je suis quand même reconnaissante. Je pense que oui, le fait qu'ils me connaissaient déjà, peut-être que ça m'a aidé. Mais d'un autre côté, le fait de calculer vraiment quel acte qu'on fait en sachant ton souhait à toi, ben ça m'a aidé parce que oui, c'est vrai que ça aurait pu arriver qu'ils me fassent un toucher de colle, puis tu sais, je l'aurais pas refusé parce que ça me dérangeait pas. Mais ils ont quand même pris la peine de juger que, OK, ben tu sais, toi, ce que tu veux, c'est vraiment ça. Donc, on va te laisser aller, on va te garder, puis... Ben oui, c'est beau. T'avais eu des touchés de colle à tes autres accouchements? Oui. Puis, quelle différence t'as trouvé entre tes accouchements avec des touchés de colle puis sans toucher de colle? T'es-tu différent? Est-ce que t'aurais voulu le savoir? T'étais-tu curieuse? Est-ce que... Faut vraiment que t'aies confiance en toi parce que à un moment donné, je me suis dit, tu sais, c'est aujourd'hui que ça se passe, là, ils vont-tu me retourner chez nous? C'est sûr qu'avec ma deuxième que j'ai accouché en 1 heure, là, ça a duré quand même un peu plus longtemps. Oui. T'étais un petit peu découragée. Ouais, c'est ça. J'ai tendance à croire comme au moins 4 heures, là. Fait que je me disais comme, Caroline, est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'il me dit, là, que je vais accoucher? Mais finalement, là, tu sais, j'avais mon rendez-vous, je me suis dit, j'avais mon échographie prévue à l'hôpital le lendemain. Fait que moi, tant qu'on me dit pas de retourner chez nous, là, j'y retourne pas chez nous. Fait que, ouais, finalement, ben mon bébé était de mon bord. Elle a décidé que c'était cette journée-là, puis j'avais pas besoin d'aller nulle part. C'est cool. Ouais. Ça arrive souvent, ça, justement, des mamans qui ont une date de provocation le lendemain ou quelque chose, puis bam, ça déclenche. La vie est bien faite. Ouais, puis je me souviens que la sage-femme m'a offert un stripping, sachant que là, je commençais à dépasser mon terme, puis elle voyait ce qui s'en venait, puis j'ai dit non. Puis elle m'a dit qu'elle était étonnée quand même que je dise non, parce que ça aurait pu m'aider. Mais... À ne pas avoir un déclenchement, ouais, exactement. Mettons. Mais non, tu sais, moi, j'avais vraiment confiance en mon processus, c'est ça que je voulais, puis je savais que j'étais capable. Finalement, ben, ça a bien été, j'ai pas eu besoin de son aide ni rien. En même temps, tu étais proche de 41, mais c'est quand même normal, parce qu'on s'entend qu'une grossesse normale, c'est en moyenne entre 39 à 41 semaines qu'on accouche. Fait il reste pas un gros délai, là, une fois que tu as dépassé le 41 semaines, ce qui est la norme en plus. Fait que t'es comme... En fait, si j'aurais une échographie plus tôt, je me souviens qu'elle m'avait dit que j'aurais pu me rendre à 43 sans qu'il stresse. En connaissance de cause, que là, ma hauteur utérine était basse, j'avais pas d'échographie, on connaissait pas le placenta. Bon, elle savait déjà que 41, c'était le max pour un hôpital. Honnêtement, je connais peu de gens qui ont dépassé 40 semaines dans un hôpital. Là. Je te dirais qu'ils sont... ils ont le pied lourd sur les déclenchements en tout genre. Fait que, tu sais, oui, c'est sûr que quand on sait, une grossesse peut se rendre à 43, voire même peut-être un peu plus loin.
Ben oui, dans le monde des naissances libres, là, il y en a beaucoup qui se rendent à... Parce que, tu sais, il faut pas oublier que la DPA qui nous calcule, il y a jusqu'à 3 semaines d'erreur. Il y a une sage-femme qui le nommait justement qui peut avoir jusqu'à 3 semaines d'erreur. 3 semaines, là, c'est énorme, là. Ouais. Fait que ça se peut que pour eux, ils sont à 41 semaines, mais que toi, t'es réellement à 39. Ce qui explique pourquoi tu n'as pas encore accouché, en fait. Ton corps, il est pas prêt. Puis que quand on déclenche, ça peut finir en césarienne parce que si ton corps, il est pas prêt, peu importe, tu sais, ton bébé, il sortira pas. Ouais. Fait que... Est-ce que c'est arrivé que tu as déjà eu des jugements des gens de ton entourage ou autres parce que justement, tu as refusé les échos, tu as refusé certaines choses que les gens ne comprenaient pas? Ouais. Ouais. Je te dirais qu'à part mon chum qui avait vraiment confiance en moi, tout le monde m'a jugé, là, littéralement. Et tu sais, pour eux, c'est de la négligence. J'ai pas d'autre mot que vraiment de la négligence. C'est comme ça que les gens voient. Puis c'est sûr que bon, comme je dis, l'instinct, c'est quelque chose qui s'est perdu avec le temps, avec la société. Donc, même des mamans, là, tu sais, autant ma mère, ma belle-mère, tout mon entourage, littéralement, même si eux-mêmes, ils ont déjà accouché, ils ont tout le temps les petits « ouais, mais s'il arrive de quoi? Mais c'est en pensant comme ça qu'il va arriver de quoi, tu sais. Fait que là, à un moment donné, je même qu'à la fin, à mon 3e trimestre, j'étais quasiment fâchée, là. Lâchez-moi, puis faites juste me dire ça va bien aller. Tu sais, pourquoi on m'encourage pas à la place? Fait que oui, clairement, je me suis sentie jugée, mais ça me donnait juste encore plus de motivation pour le prouver que ça peut bien aller, que si toi, tu le files, c'est ça qui est important. T'as pas besoin de l'accord du village au complet, là. Mais il n'y a jamais personne qui va être d'accord avec toi de toute façon sur... Tout le monde a une vision différente des choses, fait que c'est impossible que tout le monde adhère à ta façon de penser. Exactement. On devrait tellement arrêter de se juger, justement, parce que quelqu'un qui te juge toi, mais il y a quelqu'un d'autre qui pourrait juger cette personne-là pour une autre raison, qu'elle trouve qu'elle fait de la négligence sur un autre aspect, ou justement, fait que, rendu là. C'est une césarienne planifiée, il y a quelqu'un qui va la juger parce que pourquoi t'as pas pris le risque. Tu sais, moi, avec l'épidurale, justement, là, moi, je me suis sentie jugée. Je pense que oui, vraiment, ça arrive toutes les mamans, il y a quelque chose, l'allaitement, la préparation, couche lavable, couche jetable. Et les gens vont toujours trouver quelque chose à juger parce que eux ont fait différemment. Mais au fond de nous, on a déjà la réponse. Pour ton 3e accouchement, est-ce que tu veux nous raconter comment ça s'est passé, comment tu l'as vécu? Ben c'est sûr que ça s'est super bien passé. C'est un accouchement de rêve. Ce qui m'a aidé, c'est sûr que c'est dormir. Oui. Et vraiment, là, je recommande à tout le monde d'éteindre les lumières puis d'essayer de dormir s'ils sont capables. Ouais, sachant les hormones que ça libère, ça a été merveilleux dans mon cas. Ben, ça s'est super bien passé. Je suis vraiment contente autant de l'équipe de sages-femmes. Ta présence. Et vraiment, tout était parfait. Et mon bébé aussi était parfait. Mais oui. Donc, ouais, ça s'est super bien passé. Tu veux-tu raconter comment ça s'est passé? Tu t'en souviens-tu? Ben, oui, je m'en souviens, là, mais, tu sais, je me souviens que je t'ai appelé, t'es comme 6 heures du matin, puis tu m'as dit, OK, ben, je vais être là à 7 heures, puis on a pris un café, on est allé au sage-femme, puis après ça, j'avais pas tant envie de bouger, fait que tu m'as dit, bon, ben, couche-toi, puis finalement, ben, ça a super bien été, j'ai accouché, je pense que dans mon récit d'accouchement, là, c'est écrit, elle se réveille, 5 minutes après, c'est écrit, elle a le bébé dans les bras, là. Ça a été comme quasiment instantané, je me réveille, OK, faut que je pousse, puis je suis chanceuse de m'être rendue au bain, en fait. Et tu sais, je me dis souvent que, hey, j'aurais pu accoucher dans le lit, puis moi, je vais accoucher dans l'eau, tu sais. Finalement, ben, tout a été aligné parfaitement pour avoir ce que je voulais. J'étais allée dans le bain, puis c'était là. Ouais. Moi, ça a été le premier accouchement que j'ai vu, là. Puis ça a été, honnêtement, je pense, l'accouchement que toutes les femmes rêvent d'avoir. Ouais, possiblement. On me le dit souvent que j'accouche comme une chatte. Mais à l'inverse, c'est sûr que, bon, là, pendant la grossesse, je vomis jusqu'à mon accouchement, ce qui arrive à genre 2% des femmes. Non, c'est vraiment pas le fun. Ça a dû être... Fait que, tu sais, j'ai quand même... On peut pas dire que tout est parfait dans mon contexte, mais ouais, j'accouche visiblement bien. Mais oui, parce que comme tu dis, tu m'as appelé justement vers 5-6 heures, j'étais arrivée chez toi vers 6h30, puis là, t'étais en contraction, mais tu sais, même pendant tes contractions, t'étais encore capable de parler, t'étais très calme. Puis là, on s'est dirigé vers la maison de naissance, puis les sages-femmes, puis moi aussi, on pensait que t'étais encore en phase de latence, là, en fait. Puis ça a duré quand même longtemps, que tu ça allait très bien pour toi. Puis, à certains moments, là, t'étais comme moi, ça commence à faire un peu plus mal, mais tu sais, t'as jamais fait de son, tu respirais.
tout allait bien, puis t'allais dans le bain, même que ça diminuait tes contractions, des fois, ça Ouais. les arrêtait. Fait que là, je te dis, OK, sors du bain parce que ça, on va aider à faire travailler, fallait que tu bouges pour avoir des contractions beaucoup, parce que sinon, on dirait que c'était pour arrêter. Puis justement, comme tu disais à un certain moment, je t'ai dit, écoute, on pourrait fermer toutes les lumières, va te reposer, couche-toi, si d'habitude, ça te fait du bien. Puis là, tu t'es endormi. Puis là, moi, je me suis dit, je pense que ça faisait, on est arrivé là vers 6h15, qui était rendu peut-être une heure, ouais, vers 1 heure, je pense. Midi, 1 heure. Ta fille, elle est née à quelle heure déjà? 12h50, je pense. 12h58. C'est ça. Fait qu'à midi et que tu t'endors. Puis là, je me dis, bon, on est venu pour rien. T'étais clairement juste en phase de latence parce qu'elle s'est endormie. Puis là, je me souviens, il y a une sage-femme, je pense, qui est rentrée. Puis là, tu t'es réveillée. Puis t'as dit, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Fait que là, j'ai dit, oh mon Dieu. Puis là, elle était déjà partie, la sage-femme. Fait que je suis retournée voir. Puis j'ai dit, je pense que elle va être rendue au poussé. Puis là, la sage-femme, elle vient, elle te regarde, tu dors, elle me regarde. Puis elle dit, je pense pas, moi, là, j'en sens qu'elle va pousser tout de suite. Puis là, je suis comme, mais tu sais, elle a dit qu'elle poussait. Puis tu sais, moi, c'est juste le premier accouchement que je vois. Fait que tu sais, mais tu t'as dit que ça poussait. Tu t'es endormi après. Puis vu que tu voulais pousser dans l'eau, justement, j'étais allée faire couler ton bain. Puis tu dormais encore, en fait. Puis quand tu t'es réveillé, t'es allé dans l'eau directement. T'as dormi peut-être même pas 5 minutes. T'es allé dans l'eau, t'as poussé. La poche des os, t'as même pas éclaté, en fait, comme t'as dit. Non, ben c'est arrivé la même chose à ma deuxième. Là. Donc moi, clairement, la poche des os, c'est la dernière étape. Là. Quand la poche, elle perce, parce que elle a percé, je pense, comme 1 ou 2 minutes avant que bébé sorte. Là. Donc, non, moi, clairement, c'est pas un signe d'accouchement. Non. Genre, vraiment, non, je le vois pas venir. J'ai aucune idée c'est quoi le feeling de perdre ses os dans son lit ou tu sais quoi que ce soit. Mais ouais, c'est vrai. Puis tu sais, à chaque fois que je dis à quelqu'un que j'ai dormi, on me dit ça, ben voyons, comment t'as fait pour dormir? Ben, je te dirais qu'à un certain moment, quand t'as confiance en toi, quand t'es calme, je pense que ça se fait naturellement. Tu sais, j'ai pas travaillé fort pour dormir, j'ai pas pris de somnifère. Là, non, t'avais pas de péridurale, t'avais aucun médicament, même pas des Tylenol. Non, là, c'est ça. T'avais rien. Mais c'est sûr que, bon, moi, mes contractions, je trouve quand même toujours qu'ils sont tolérables. Oui, c'est sûr que d'enfant en enfant, ils ont toujours été un petit peu plus douloureuses. Mais comme tu dis, là, je maintiens ma respiration quand même. Je me souviens même qu'il y a une sage-femme qui m'a dit qu'elle, ça l'inquiétait là, que je respire comme ça, mais comme moi, je me gère, j'ai souvent fait du pre-work, fait que c'est pas quelque chose qui était comme je faisais pas ça de même inconsciemment. Là. Mais t'avais une belle respiration, honnêtement. C'était pas du petit chien que comme je suis en crise de panique ou t'avais une belle respiration fluide. C'est la toilette. Je me suis jamais assise sur la toilette. C'est toi qui m'a dit, est-ce que c'est la toilette? Je sais pas. Puis finalement, ouais, ça a quand même aidé parce que, comme tu dis, le bain faisait arrêter mes contractions. Ouais. Puis pourtant, visiblement, avec du recul, ben, je t'en travaille pour vrai, là. Oui. Donc, c'est quand même étonnant, mais je voulais tellement pas accoucher en dehors du bain que je voulais, comme moi, j'aurais passé la journée là mais tu sais, ça marchait pas, là. Est-ce que tu penses que tu fais partie des femmes, justement, qui ont un accouchement qu'on dit sans douleur? Que c'est des sensations désagréables, mais que c'est pas de la souffrance, puis que t'es pas là. Est-ce que je fais partie des femmes? Je dirais que toutes les femmes peuvent en faire partie. Clairement. Le mental est tellement fort. Si tu dis ça va faire mal, c'est sûr que ça va faire mal. Je pense que c'est, tu sais, la pensée positive, tu vas attirer le positif. C'est la même chose avec le négatif, tu vas attirer le négatif. Tu sais, je connais des femmes qui avaient tellement peur d'accoucher, puis je me dis, c'est sûr, ça va mal se passer, puis ça se passe mal. C'est normal, t'as tellement de crainte, genre même ton bébé doit le sentir. Donc, est-ce que je fais partie des femmes? Oui, clairement. Moi, j'encourage toutes les femmes à en faire partie parce qu'ils sont toutes capables. On a toute cette capacité-là. Puis quand tu sais que l'hormone d'accouchement est la même que l'orgasme, il y a quelque chose qu'on comprend pas dans la société. Oui, là. Ben, techniquement, puis si tu regardes même le docteur Michel Audin qui en parle, quand on accouche, on devrait accoucher comme quand on fait l'amour. Seul, avec son conjoint, se coller dans un endroit sombre, que t'es bien, que tu te sens en sécurité, comme des mammifères, comme des animaux, on est des mammifères. C'est techniquement la façon de faire qui a le moins de complications, que ça fait le moins mal, le plus naturel possible et tout. Puis tu sais, comme tu disais, t'as fait de l'hypnobreathing, là, comme aider à respirer. L'hypnonaissance qui est sensiblement dans les mêmes ranges, là, ils disent que 95% des mamans seraient capables d'accoucher avec peu ou pas de douleur grâce à ça, parce que c'est mental puis il faut le défaire. T'sais, dans une société qui dit l'accouchement ça fait mal, c'est souffrant, fait que toute ta vie tu penses que c'est la pire chose que tu vas vivre. Là. Mais si tout le monde nous dirait que
ça fait pas mal, que notre corps y est fait pour, qu'on a été créé pour ça, probablement que notre vision de l'accouchement serait différente puis que ça ferait beaucoup moins mal. Tout à fait. Ben, moi, j'ai toujours eu des chats chez moi, puis j'en ai vu accoucher, puis c'est drôle, mais j'ai jamais vu un chat accoucher en détresse. Mm-hmm. Elle accouche tellement silencieusement là, que t'entends juste les petits chatons qui font miam, 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 puis là, tu te dis comme, il y a quelqu'un quelque part qui accouche, là. Tu sais? Ben, tu dis comme, on est tous des mêmes frères, autant nous que les chats. Pourquoi nous, c'est comme ça? Clairement, oui, notre vision a un grand impact, je crois, de ce qu'on fait. Et c'est sûr que c'est dommage parce que c'est un problème vraiment, je pourrais dire mondial quasiment, là. Tu sais, c'est pas juste ici au Québec. Mais non. Mais c'est quelque chose à travailler. Je pense que clairement, toutes les femmes méritent, en fait, là, d'avoir cette vision, eux autres aussi. Mais ça s'en vient quand même parce que de plus en plus de mamans qui vont vers les maisons de naissance, ils sont contingentés. Là, il y a même plus de place. Je pense qu'il y a une maman sur deux qui ont leur place, qui veulent accoucher en maison de naissance. Puis des mamans qui prennent des doulas, même des mamans qui veulent la péridurale, qui veulent un accouchement médicalisé, veulent une doula justement parce que pour essayer, pour retrouver leur puissance, leur droit, tu sais, qu'ils savent ce qu'ils veulent. Fait que je pense que ça s'en vient de plus en plus vers le naturel. On recommence de plus en plus. Même les ANA, j'en vois de plus en plus. C'est rendu très populaire, même au Québec. Ouais, là. Exactement. Même les ANA. Puis encore là, ça aussi, c'est quelque chose que souvent, il y a un mythe qui dit que c'est illégal. C'est légal. Mais c'est légal. Donc, pourquoi pas? Moi aussi, je suis de cet avis-là. Bon, moi, j'ai un appartement, donc c'était pas vraiment une solution. Mais avoir une maison, clairement que moi aussi, j'aurais accouché dans mon chez-moi, là. Donc, tu sais, je pense que oui, effectivement, là, les gens veulent le cas de plus en plus naturel. Puis, tu sais, la doula, c'est pas juste, on dirait que des fois, on fait l'association de doula si tu ne veux pas de péridurale, mais pas juste ça. Si tu veux une césarienne, en fait, si tu as une césarienne planifiée, puis toi, tu dis comme moi, je veux faire du pot à pot en premier, je veux l'avoir, tout ça, c'est des choses que la doula peut faire en sorte que ça soit respecté. Donc, c'est sûr que, surtout les césariennes au niveau de l'hôpital, je pense que ça peut être très bénéfique d'avoir une doula. C'est pas juste pour remplacer le conjoint. Des fois, même avec le conjoint, je pense que c'est encore mieux si tu peux avoir les deux. Ben oui, moi j'ai justement un couple que j'avais accompagné, j'étais à leur accouchement, c'était un 3e bébé aussi, puis le conjoint me dit « Hey, merci, je me suis jamais sentie autant faire partie de la naissance que t'étais là. » Souvent, les mamans pensent, mais pas les mamans, mais il y a des gens qui pensent qu'on vole la place au papa, mais c'est tellement pas ça. Le papa me dit « J'ai jamais été aussi inclus, j'ai jamais autant participé à l'accouchement, sentir que j'étais là, parce que des fois, dans le brouhaha de l'hôpital, ça va vite, le papa a l'impression qu'il n'existe pas, il y a personne qui le regarde, il y a personne qui parle, c'est comme... Ça, je m'en ai dit, ils font quasiment comme si c'était un meuble. Oui. Même couper le cordon ombilical, là, ça aussi, c'est quelque chose que, encore là, une doula peut être utile parce que pour eux, à l'hôpital, c'est go, faut que ça soit vite maintenant. Tandis que moi, au sage-femme, c'est moi qui ai fallu qu'ils demandent, on peut-tu couper le cordon, s'il vous plaît? Toi, c'était vrai. Je dis, eux, c'était comme s'ils pouvaient me laisser la journée avec, il n'y en avait pas de problème parce qu'au fond, c'est super bénéfique pour l'enfant, mais à l'hôpital, c'est quasiment, on voit l'inverse, quasiment comme si c'était toxique que ça reste là. Mais oui. Mais toi, ça a été le contraire parce que je me sais, tu me disais, moi, le placenta, tout ça m'écoeure, je suis pas capable, je veux pas toucher au cordon, je veux pas le sentir sur moi. Puis je me sais que toi, tu voulais le couper direct, tu l'aurais clampé, écoute, tu aurais coupé ça direct quand le bébé, il sortait. Puis c'est la sage-femme qui t'avait expliqué, non, écoute, on peut pas faire ça, on va attendre, c'est mieux d'attendre, faut attendre. À l'hôpital, t'aurais pas ça, tu l'aurais coupé, coupe-moi ça, là. C'est ça. Tu sais, même je suis chanceuse qui a dit à papa, ah ouais, on y va, là. Mais, encore là, je pense que c'est ça. C'est des trucs quand même importants qu'une doula soit présente. Autant sage-femme, domicile, à l'hôpital. C'est tous des milieux, en fait, où est-ce qu'elle a sa place. Même si il y a pour certaines personnes, je crois que c'est encore un métier, on pourrait dire, un peu connu. Puis, il y a beaucoup de tabous. Du luxe, mais vraiment, là. Mais tu sais, il y en a qui pensent encore que les doulas, c'est une sage-femme illégale, puis qu'on accouche des mamans, puis qu'on fait des trucs, on fait rien de médical, vraiment pas. Puis tu sais, même moi, en étant doula, à mon 3e accouchement, j'étais doula, puis je me suis quand même pris une doula parce que c'était inconcevable dans ma tête d'accoucher sans doula. Je voyais, tu sais, c'était juste un stress de moins qu'elle soit là. Je savais que s'il y avait de quoi, elle savait que, tu sais, elle allait me le dire, « Hey, écoute, tu voulais faire ça, tu t'en souviens-tu? » Parce que même nous, pour accoucher le mieux possible, il faut que notre cerveau soit off. Fait que toutes mes aptitudes, toutes mes connaissances que j'ai, je les perds. Tu sais, moi aussi, quand j'accouche, je m'en souviens plus que telle chose c'est plus bénéfique. Tu sais, on est dans le feu de l'action. Fait que... Tu sais, c'est dans l'optique où il arrive quelque chose avec bébé, papa part avec bébé, il reste quelqu'un avec maman.
Parce que je pense que Ben oui. les deux ont besoin qu'on prenne soin d'eux. Mais oui. Autant maman que bébé, là, nous, de nos jours, on met tout sur bébé. L'important, c'est que bébé soit en santé, mais maman aussi. Ben oui. Tu sais, je pense que les deux font une équipe. Mhm. Donc, les deux, ils ont Ben besoin d'être oui. supportés. Puis souvent, c'est ça qu'on entend. L'important, c'est juste que bébé aille bien puis qu'il soit vivant. Mais tu sais, il y a tellement plus que ça. Là. Maman aussi, là, est-ce qu'elle va bien? Puis mentalement, physiquement, comment qu'elle la sent? Puis c'est tellement important aussi. Là. Comment tu vois ça, toi, la poussée? Comment tu l'as vécu? Mettons, ta poussée était différente à quand tu as accouché en milieu hospitalier versus en maison de naissance. Oui, c'est une bonne question. Très bonne question. À mon premier, on m'a fait pousser. On m'a dit, on va te préparer. T'es capable, on va pousser là en masse, même si on sait très bien qu'il sortira pas tout de suite. T'sais. Puis j'étais brûlée. J'étais littéralement brûlée. T'as poussé combien de temps, tu sais-tu? Je te dirais presque 1 heure. Ça, je pense que c'est la moyenne dans les hôpitaux. Puis comme 2 poussées avant de l'avoir, là, j'ai dit je suis plus capable. Puis finalement, ben tu sais, j'étais rendue, mais c'est normal d'être plus capable au final. À ma deuxième aussi, j'ai poussé, puis justement, j'ai déchiré. Puis là, après ça, à mon troisième, on m'a dit, ben, tu pourrais essayer de ne pas pousser. Ça évite les déchirures parce que bébé, il sort lentement. Puis tu sais, on parle souvent du rond de feu, là. Oui. Mais c'est vraiment pas aussi pire que ce qu'on dit, OK? En tout cas, venant de moi, je trouve vraiment que c'est vraiment pas si pire. Oui, ça fait un peu mal. Est-ce que c'est le fait d'être dans l'eau? Je le sais pas. Mais j'ai pas poussé, finalement, à ma dernière. Tu sais, je l'ai laissé aller, puis elle est capable toute seule. Puis finalement, ça a super bien été. J'ai pas eu de point de suture. C'est le seul accouchement où est-ce que j'ai pas eu de point de suture. T'as pas déchiré, non. T'avais aucune déchirure. Donc, j'ai tendance à croire que le corps est bien fait, pareil. Mais oui, parce qu'on dirait, tu sais, techniquement, c'est l'utérus qui pousse le bébé vers la sortie. Puis nous, là, on a techniquement même pas besoin de pousser. Si t'es dans une position optimale, ton bébé, il va sortir. Puis je dis ça, puis il y a même une sage-femme qui racontait qu'elle a vu une maman sous péri, la tête est sortie, puis elle savait même pas. Fait tu sais, même si elle a une péri, même si elle était couchée, elle a pas eu besoin de pousser, la tête est sortie parce que c'est l'utérus qui le pousse. C'est ça, de penser qu'on doit pousser le bébé, c'est vraiment, justement, la médicalisation des accouchements. J'ai vécu comme toi. À mon premier, à 9 cm, on a dit, pratique-toi à pousser, il faut que tu saches comment, tu sais, pratique-toi. J'ai poussé 2h30. Tu sais, après 1 heure de pousser, le bébé était même pas engagé. Il était encore en haut de mon bassin, tu sais, je poussais pas rien du tout. Puis c'est là qu'on apprend, souvent, c'est plate parce que souvent, il faut avoir un accouchement avant de le comprendre puis le vivre, mais c'est là qu'on comprend que crime, on n'est pas obligé de pousser. C'est mieux de pousser si on en ressent le besoin. Même le placenta, encore là, souvent, là, moi, je me souviens qu'à mon premier, ils ont tiré sur le placenta pour qu'il sorte, tandis qu'à mes autres enfants, ils ont attendu qu'il sorte de lui-même, tu sais, parce que le placenta va évacuer. Oui, il va sortir. Le corps est tellement bien fait, c'est incroyable quand même quand on y pense. Mais tu sais, même ça, encore là, c'est quelque chose que, tu sais, je me souviens, là, à mon premier, on me pesait sur le ventre là, pour le faire sortir, puis tu sais, finalement, tout ça n'est pas vraiment essentiel. Ben, techniquement, ton placenta, à moins d'une hémorragie, là, tu sais, vraiment d'une complication, oui, ils vont aller chercher, mais si tout va bien, ton placenta, effectivement, il va sortir. Il va sortir tout seul, le corps est fait justement pour ça. Fait que... Toi, t'as fait les poussées dans l'eau. Ouais. C'est-tu dangereux, ça? Y a-t-il du monde qui pense que c'est dangereux? Ben oui! Ben oui. Ben, on entend tout ça, ton bébé va se noyer, puis même ton des bébé fois... va se noyer. Eh ben. Non, mais c'est vrai! Mais c'est vraiment plus fréquent. Puis même des médecins, des fois... Mais pas, tu sais, les médecins ne pensent pas nécessairement que le bébé va se noyer, mais que ça serait dangereux qu'il aspire de l'eau, justement. Qu'il y a plein de... Oui, il y en a beaucoup qui pensent ça. Les médecins, pour être honnête, je pense que c'est plus à lâcheté parce que eux, ça leur arrange que tu sois dans le lit, ont une meilleure vue, tout est mieux. Non, clairement, j'ai jamais eu la pensée que c'était dangereux. De toute façon, le bébé est dans l'eau. Oui. De l'eau pour de l'eau, là, je veux dire, à un moment donné, c'est la même chose. Même que j'ai tendance à croire que c'est encore mieux pour le bébé, tu sais, c'est encore moins un choc, on peut dire. Vraiment de naître dans l'eau, puis le temps que tu le prennes, il est déjà sur toi, vous êtes déjà en peau à peau, je veux dire, tout est parfait. Puis tu sais, c'est sûr que, bon, là, si tu te connais pas, puis tu le prends mal, je crois, là, oui, ça peut peut-être être dangereux. Mais écoute... Tu sais, au final, toi, ton bébé, il avait pris une gorgée d'eau, puis il n'y a pas eu besoin d'avoir d'intervention, là. Non. Il a tout... Ta fille est sortie, elle a toussé un peu, la sage-femme, elle a dit comme ton bébé, il a bu une gorgée, ce qui est un peu respirer de l'eau, dans le fond. Ben, pas besoin d'aspiration, de rien du tout, là. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on perd avec l'instinct, parce que, tu sais, des fois, tu vois des vidéos, même ces réseaux, là, le parent, c'est comme les cours de natation du bébé, ils pitchent le bébé dans l'eau. Puis ils le reprennent, puis pourtant, il est correct.
Je veux dire, on est capable de dealer avec ça en tout cas, c'est sûr que, bon, maintenant, de nos jours, l'eau, c'est quelque chose qui est plus inquiétant, on a peur, puis on se dit, ah, on va se noyer. Mais non. Tu sais, je pense que quand même, jusqu'à un certain âge, les bébés sont amplement Au début, capables. ouais. C'est exactement, puis tu sais, ils ont passé 9 mois dans l'eau, là. Mais oui. Non, ça m'a jamais inquiété. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire avant qu'on termine aux mamans qui vont accoucher pour leur donner confiance, des astuces que tu aurais pour qu'ils se préparent? Qu'est-ce que tu leur dis aux mamans? La respiration. La respiration est essentielle. Je dirais clairement, là, on est toutes capables. Puis d'écouter ton feeling. Tu sais, si toi, tu dis ma hauteur utérine est correcte, moi, je veux pas d'écho, moi, je veux pas de test de diabète, peu importe ce que toi, tu veux pas, ben écoute-toi. Tu sais, je pense que c'est vraiment l'essentiel. Puis c'est à l'inverse, comme moi, avec le test de diabète, s'il y a quelque chose que tu veux, puis là, on dit comme, moi, je vois pas l'utilité, mise là-dessus, puis vas-y. Puis tu sais, au pire, t'as le droit de demander un deuxième avis, on n'en parle jamais, mais t'as toujours le droit de demander un deuxième avis. Toi, tu veux pas rester 24 heures à l'hôpital, t'as le droit. Tu sais, je pense que vraiment, écoute-toi. C'est tout ce que j'ai à dire. Écoute pas ton chum, écoute pas ta mère. Et écoute-toi, ton intérieur, ton bébé, c'est toi qui vis avec. C'est une équipe. Puis tout va bien aller. C'est beau. Ben merci d'être venue. Ben merci.